Rocco Contento, secrétaire départemental Paris Unité SGP Police. À vos côtés, Hassan Amou, responsable associatif. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous sur ce plateau d'RT France. Rocco Contento, je commence avec vous. On l'évoque aussi, c'était l'une des grandes manifestations de ce jour, cette marche pour le climat, ce qui explique évidemment aussi que des forces de l'ordre soient aussi mobilisées sur cette manifestation qui se déroule dans le calme. Ils sont 45 000 à peu près manifestants à marcher pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que cela peut expliquer aussi ce déploiement des forces de l'ordre sur un autre terrain? Est-ce que cela peut expliquer ces dérapages que l'on voit là sur les Champs-Élysées? Écoutez, pas du tout, parce que la marche pour le climat, on n'était pas inquiet. On n'était pas inquiet puisqu'il n'y avait pas de mot d'ordre la veille hostile. Tandis que pour le gilet jaune, l'acte 18, on a vu sur Facebook depuis hier soir j'appelle l'ultimatum, je me souviens, aller envahir l'Élysée. Donc il y a eu des mots d'ordre assez radicaux pour en découdre. Ce qui veut dire que la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur ont mis toutes les forces possibles, c'est-à-dire 80 quand même, 100 forces, c'est-à-dire 80 000 personnes, dont 5 000 à Paris, puisqu'on savait de toute manière que beaucoup de casseurs allaient venir et allaient en découdre. Où je suis un peu étonné, c'est que ça a commencé dès 10 h du matin, parce qu'en général, les heures se passaient à la dispersion. Et justement, puisqu'on savait que cette manifestation risquait de dégénérer, vous faisiez écho à ces quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Il y avait évidemment les messages traditionnels d'appel à manifester, puis il y avait aussi ces messages en forme un peu insurrectionnelle, notamment cette page Facebook Gilets jaunes, acte 18, Révolution, qui appelait parfois même à la violence très, très concrètement. Puisqu'on le savait, est-ce que vous avez le sentiment qu'on aurait pu davantage éviter la présence de casseurs? Écoutez, c'est très compliqué, parce que pour les casseurs, la plupart des casseurs qu'on a vus là, ce sont des casseurs professionnels. Il y avait des black box, ce sont des gens qui sont habitués à casser, qui font ça d'ailleurs sur le territoire national et aussi en Europe. Il y avait beaucoup de casseurs étrangers qui étaient présents aujourd'hui. Il y avait du filtrage, il y a eu des interpellations préventives. Le problème, c'est que ces casseurs professionnels, souvent, la veille au soir, dissimulent leurs armes par destination, dans un véhicule à proximité, sur une roue adjacente, et viennent les récupérer. Et aussi, ils se désilhouettent et ils se rhabillent en noir. Donc c'est très compliqué pour la police nationale de les identifier dans un premier temps et ensuite de les interpeller, parce qu'ils se fondent aussi dans la masse des gilets jaunes et ça rend encore plus difficile le travail du policier. Hassan Amou, comment est-ce que vous voyez cet acte 18? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ces scènes de violence, rappelons-le, parfois des scènes d'extrême violence. Il y a eu ces vitrines de magasins cassées, ces barricades incendiées tout le long de l'avenue parisienne, des véhicules de police et de gendarmerie attaqués, une banque incendiée, des magasins pillés. Votre ressenti? C'est un sentiment de tristesse vis-à-vis des gilets jaunes du départ. Ceux qui rejoignaient les ronds-points avaient de véritables revendications, ceux qui avaient à cœur de défendre de vraies idées pour l'ensemble de leur mouvement. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que c'est devenu le rendez-vous des casseurs. Donc la faible participation a laissé place à ces gens-là, donc qui sont venus pour casser, piller les magasins. Et donc je pense que les gilets jaunes ont peur de l'interruption des manifestations. Mais moi, j'ai envie de dire, pour que ça puisse leur rendre service, qu'ils doivent quitter la rue aujourd'hui. Ça peut plus continuer comme ça. Et vraiment, là, c'est des violences en permanence. Et ils sont plus du tout audibles sur le reste, quoi. Et vous partagez alors le propos d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui s'est rendu tout à l'heure sur les Champs-Élysées pour remercier les forces de l'ordre. Et il a déclaré que ceux qui excusent, qui encouragent, se rendent complices. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ceux qui appellent à aller manifester encore en sachant, c'est-à-dire aujourd'hui clairement, que les samedis sont des rendez-vous pour les casseurs, ben oui, d'une certaine manière, on peut que imaginer qu'ils se rendent, même sans le vouloir, complices de ce qui est en train de se passer dans les rues. Parce qu'on a bien vu que les choses ne sont plus du tout contrôlées d'une part et d'autre. Donc même les gilets jaunes qui vont de bonne foi le samedi, se rendent complices d'une certaine manière de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on a dépassé un niveau de violence qui est quand même inacceptable dans la capitale. Rocco Contento, je l'indiquais à l'instant, c'est quelques scènes très violentes à l'égard des forces de l'ordre. On a vu ces hommes, ces personnes masquées, vêtues de noir, vous l'évoquiez à l'instant, qui s'en prennent directement aux forces de l'ordre.
la police qui, depuis quelques semaines, est la cible directe de cette colère également. Complètement, alors, quelques scènes, non, parce que je peux vous dire que mes collègues, excusez-moi d'utiliser cette formule, en prennent plein la gueule depuis 10 heures ce matin. Nous avons des dizaines de blessés, des jambes fracturées, des bras fracturés, des cassés. Vous n'avez pas tout dit, et peut-être pas tout vu, mais moi je suis en relation directe avec mes collègues et je peux vous dire qu'ils ont morflé aujourd'hui. Ces casseurs-là, et même ces assassins, parce que la banque qui a été incendiée avec du personnel à l'intérieur, et je vous le rappelle, au deuxième étage, une femme avec un enfant de 9 mois qui a dû être évacué, j'appelle ça une volonté de tuer. Donc ce sont des personnes qui veulent semer le chaos, uniquement le chaos, qui n'ont aucun idéal politique. Ce sont des professionnels. Qui infiltrent des cortèges, quels qu'ils soient. Complètement, ils sont très intelligents. Ce sont des casseurs professionnels qui écument la France et l'Europe afin de semer le chaos. Ils n'ont aucune revendication, ces gens-là. Et parmi ces casseurs, justement, puisque vous le soulevez à l'instant, il y a des casseurs vous avez eu vent de casseurs appelés qui viendraient d'hors de France. Complètement, oui. Sur les premiers actes, c'était le cas. Vous avez des casseurs professionnels, des black box, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de pays de l'Est, qui viennent d'autres pays, et qui viennent en découdre lors de ces grandes manifestations. Mathématiquement, on sait qu'il allait y avoir du monde aujourd'hui, et mathématiquement, on savait qu'il y aurait de la casse. Mais tout de même pas à ce point-là. Et dans ce contexte, est-ce que cette fameuse loi anti-casseurs qui a été votée cette semaine, si elle avait été promulguée et déjà mise en place, est-ce qu'elle aurait pu éviter ce genre de situation, très concrètement ? Ça aurait peut-être pas évité, mais ça aurait limité. Parce que je vous rappelle que la loi anti-casseurs donne les autorisations administratives d'interdiction de manifestation pour certaines personnes, aussi de délits de dissimulation de visage, entre autres. Donc voilà, ça aurait été utile. J'espère qu'elle va être très vite mise en pratique. Hassane Hamou, sur cette loi anti-casseurs, c'est la solution pour éviter ces débordements et ces extrêmes violences ? Donc moi je suis très mitigé là-dessus parce que c'est toujours pareil avec ce genre de loi, c'est où est-ce qu'on met le curseur et comment est-ce qu'on fait d'une certaine manière appliquer le droit dans la rue. Et comment est-ce qu'on va distinguer et comment est-ce qu'on va être avec certitude de ne pas multiplier des cas qui ne devraient pas avoir lieu. Les gens doivent pouvoir aller manifester dans la rue sans être inquiétés de quelque façon que ce soit, ou il ne peut pas y avoir aussi à un moment donné le pouvoir politique qui organise les manifestations dans la rue. C'est un droit reconnu auquel notre pays est profondément attaché et on doit pouvoir le garantir aux Français. Si on commence à vouloir tous les jours réamender, refaire la loi parce que les choses elles vont pas comme elles devraient aller, alors on va limiter les possibilités aux Français de manifester, de s'indigner contre des situations. Donc moi je suis extrêmement partagé sur les effets et la manière dont on va mettre en application réellement dans la rue la loi telle qu'elle a été écrite et proposée dernièrement. Il faut trouver l'équilibre entre toujours liberté et sécurité. C'est un très difficile et très délicat équilibre. C'est exactement ça. Et le problème, c'est est-ce qu'on est prêt à prendre un certain nombre de risques? Est-ce qu'on n'a pas vu ici et là aussi de mauvaises raisons appliquées à certaines personnes? Ben oui, parce qu'on s'est bien rendu compte que dans les tribunaux, pendant la manifestation, certaines manifestations des Gilets jaunes, certaines n'avaient rien à faire devant les tribunaux, ils y ont été quand même. Rocco Contento, qu'attendent vos collègues pour gérer au mieux ce genre de... Nos collègues, déjà, ils veulent que ça s'arrête tout ça. Parce qu'ils sont mis à contribution, au-delà du maintien de l'ordre qui est effectué tous les week-ends, la police nationale elle a son travail à faire aussi toute la semaine, de lutter contre la petite, moyenne et grande délinquance, aussi lutter contre le terrorisme. Donc mes collègues, ils sont fatigués, ils en ont marre, et ils espèrent qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Vous savez, on est dans une crise politique. C'est pas aux gendarmes et aux policiers de la dénouer, c'est au gouvernement. Donc on espère que ça va s'arrêter un jour, puisque à chaque acte maintenant, les deux derniers, ça a été encore. Mais regardez celui-ci, j'espère que samedi prochain, ça ne sera pas la même chose. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a annoncé cette semaine une révision totale de la gestion de l'ordre public. C'est nécessaire pour vous? Je pense qu'on peut faire évoluer les techniques de maintien de l'ordre. Et dans quel sens? Attention, le maintien de l'ordre, il est quand même reconnu dans le monde entier. Vous avez toutes les polices du monde entier qui viennent en France prendre des cours de maintien de l'ordre. Donc on a des leçons à donner à personne par rapport à cela. Mais on peut le faire évoluer au niveau peut-être d'une plus grande mobilité, par exemple. C'est-à-dire, puisqu'il y a déjà des troupes mobiles qui sont d'ailleurs un peu pointées du doigt, la BAC, la BRI. Oui, alors les troupes mobiles, ce sont les DAR, les fameux détachements d'action rapide, qui sont chargés d'aller immédiatement interpeller lorsqu'il y a la commission d'un délit ou d'une infraction. Mais le DAR, ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'est du saut de dessus, ce qu'on appelle. Aller prendre la personne qui commet le délit et ensuite l'exfiltrer et l'interpeller. C'est pas facile à faire parce qu'en général, ça se passe au milieu
de beaucoup de délinquants issus de Gilets jaunes. Donc on verra ce que proposera le ministre de l'Intérieur. Et puis l'objectif, c'est de faire en sorte d'optimiser tout cela, en fait. Il le dit lui-même, hein, il faut changer notre façon de nous adapter. C'est le problème aujourd'hui, cette faculté à s'adapter à des situations très précises comme là, un mouvement très hétérogène qu'on a du mal à cadrer. Je trouve que la police s'est déjà bien adaptée par rapport aux premiers actes, puisque maintenant, on est devenu beaucoup plus mobile avec ces dards. À l'époque, rappelez-vous, c'était des blocs, c'était bloc contre bloc. Maintenant, on a mis en place un maintien de l'ordre beaucoup plus mobile. Et le problème, c'est que vous savez, quand vous avez des manifestations déclarées, c'est très bien, on sait où ça se passe. Mais il y a beaucoup de rassemblements sauvages non déclarés. Donc, on est obligé de jouer au chat à la souris avec les délinquants. C'est ça qui est compliqué. Et travailler aux côtés de la BAC, la brigade anticriminalité, ou alors les BRIS, ça vous semble aller dans le bon sens? Ce sont eux aussi qui sont pointés du doigt parce qu'on les dit mal formés pour utiliser notamment les LBD. Alors, vous savez, le LBD... Vous avez besoin de ces forces de la BAC Ça me fait doucement rire, parce que personne aujourd'hui a parlé du LBD. On voit de quel côté la violence. Le LBD, c'est une arme létale. Regardez, quand vous prenez un pavé de 2 kilos sur la figure, vous avez le droit de tirer au LBD pour neutraliser la personne. Moi, je préfère que le collègue utilise son LBD plutôt que son Six Hour, qui est une arme létale. Hassan Amou, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un problème du côté de la gestion de l'ordre et notamment du côté de certains comportements des forces de l'ordre? Moi, déjà, je ne me satisfais pas des gens mutilés qui sont ressortis des manifestations et qui vont devoir porter toute leur vie dans leur corps cette blessure profonde d'une manifestation. Je pense qu'on ne vient pas chercher ça quand on va manifester. Et quand on doit aller dans les manifestations, ça doit être un lieu où on va exprimer des idées, où on va se battre pour certaines choses. Alors après, moi j'entends bien l'idée que la police, il faut qu'elle se défende et il faut qu'elle puisse aussi réagir. Sauf que ça a été montré, je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été de nombreuses fois dit, c'est pas la norme en Europe, l'utilisation de ce matériel. On est l'un des seuls pays à l'utiliser aujourd'hui. Vous faites référence au LBD. Exactement. Donc, vous n'êtes dans certains Länder, en Allemagne est utilisé, en Espagne est utilisé, au Portugal est utilisé, le LBD. Moi, je me satisfais vraiment pas de ce matériel-là. Je pense que si aujourd'hui M. Castaner veut revoir de fond en comble les méthodes, il faut qu'il puisse revoir celles-ci aussi. Parce que les blessés lourds qu'on a vus ces dernières semaines, c'est inacceptable et on ne peut clairement pas se satisfaire de ça aujourd'hui dans notre pays. Rocco Conento, vous êtes ouvert justement à une refonte ou en tout cas une discussion sur ces façons de gérer les manifestations? On peut discuter, mais pas du tout sur l'utilisation du LBD. Le LBD. Pour vous, il faut que les forces de l'ordre puissent continuer d'utiliser le LBD. Mais attendez, on va utiliser quoi? Des pistolets à eau? Il n'y a pas d'autre alternative? Vous avez quoi comme alternative? Soit vous avez ces armes, vous avez des armes non létales ou des armes létales. Sur les accidents qu'il y a eu, il y a des enquêtes en cours. On verra ce qui va se passer. La justice passera ou ne passera pas. 110 affaires de violences policières présumées, l'IGPN, la police. Oui, l'IGPN est saisie. On verra. Attendons les conclusions de ce que dira l'IGPN. Attendons ça. Mais moi aussi, je parlerai des milliers de collègues qui ont été blessés et mutilés, pour certains aussi. Et il serait près de 1500 blessés, au moins 1500 blessés parmi les forces de l'ordre, près de 2200 parmi les manifestants. Et vous l'évoquiez, ces blessures à la tête, quelques 200 blessures à la tête, dont plusieurs dizaines liées à des tirs de LBD, une vingtaine de personnes. J'ai des collègues aussi défigurés à l'acide. Ça aussi, je veux le citer aussi, parce qu'il faut tout citer, il faut tout dire. Et vous savez, le problème, c'est que quand il y a une manifestation et que elle arrive à son terme. Il y a des sommations, les ordres de dispersion qui sont donnés. Les gens ne se dispersent pas. Quand la manif est finie, il faut se disperser, parce que c'est le champ libre aux casseurs. Si les gens ne se dispersent pas, écoutez, c'est pas normal. Il faut. Mais est-ce que ça justifie que la tête et le torse soient touchés, puisqu'on se rappelle de cette note, si vous voulez bien qu'on recontextualise un petit peu, cette note qui a été passée il y a quelques semaines auprès des forces de l'ordre, leur rappelant l'utilisation du LBD qui doit normalement, officiellement, toucher le bas du corps. Oui, comment expliquer alors ces vingtaines de personnes? Il y a des consignes très strictes qui sont données, mais vous ne me ferez pas croire qu'un collègue, pertinemment, a visé la tête d'une personne. Parce que vous savez, quand l'IGPN est saisie, elle ne fait pas de cadeau aux collègues. Moi, je connais particulièrement l'IGPN, ils ne font aucun cadeau aux collègues. C'est pour ça que là-dessus, moi, j'assimile ça à des accidents, mais pas à des volontés délibérées d'éborgner une personne. Alors, si on revient sur les propos tenus par le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a présenté mardi son rapport pour l'année 2018. Alors, il a mis en avant une régression continue des droits et des libertés fondamentales en France. C'est votre sentiment, Hassan Amou?
Oui, mais moi je le dis encore, c'est pas une violence contre une autre. C'est pas oui mais vous voyez mes collègues ont été blessés, oui mais vous voyez mes gilets jaunes ils ont été machin, etc. C'est comment est-ce qu'on fait évoluer les choses pour que les choses se passent bien. Moi, j'arrive pas à admettre le discours que c'est tout noir ou tout blanc. Il y a que cette solution-là, vous comprenez, on peut pas faire autrement. Non, il y a des méthodes et justement, si on est les meilleurs sur le maintien de l'ordre, sur le fait qu'on sait gérer les manifestations, alors on doit être les meilleurs aussi pour se réinventer sur la sécurité et être capable de gérer les mouvements de foule, essayer d'identifier, de faire ce travail en bonne intelligence avec les uns et les autres. Et parmi ces méthodes, Rocco Contento, il y a aussi le dialogue et la concertation dans cette gestion de l'ordre public. Selon toujours ces défenseurs des droits, ils notent un déficit. Comment est-ce que sont formées les forces de l'ordre, pour qu'on comprenne bien, comment sont-ils formés à gérer quelques situations très tendues avec les manifestants qui parfois se retrouvent, on l'a vu, face à face avec eux. Quelle est la première étape finalement ? Vous savez, il y a des instructions qui sont données. Déjà, la première étape, c'est de faire des manifestations déclarées. Ça, c'est important puisque nous avons des interlocuteurs, la préfecture de police, avec lesquels on peut dialoguer. Une manifestation non déclarée, c'est toujours le bordel, puisqu'on ne sait pas où ça part, on n'a pas d'interlocuteur. Là, déjà, une manif déclarée, on a des personnes qui déclarent un itinéraire, déjà on peut le jalonner, on sait où les choses se passent, et il y a des référents avec lesquels on dialogue. Dans ce cadre-là, ça se passe relativement bien. Je peux vous dire que les policiers, ils sont quand même formés, ils ont une formation, ils ont des tirs, ils ont des entraînements. Mais voilà. dans le dialogue, justement, parce que, alors évidemment, on fait bien la distinction, parfois aussi, ce sont des cas particuliers, mais il y en a aussi du côté des forces de l'ordre, on a vu quelques vidéos. Évidemment, ne nous focalisons pas là-dessus, mais parlons-en, si vous le voulez bien, de ces quelques scènes où on sent bien quand même que du côté des forces de l'ordre, on n'est pas tellement à l'écoute, et parfois on a le sentiment que la réponse apportée est disproportionnée face à la situation. Un collègue qui est en maintien de l'ordre, il n'a pas le temps de dialoguer, il fait son travail. Il y a les autorités qui sont désignées pour dialoguer avec des représentants. Le problème, c'est que les Gilets jaunes, c'est qu'il n'y avait pas, malheureusement, de représentants. Voilà, on ne savait pas au début à qui dialoguer. Je dis qu'il y avait une tête qui émergeait, en général, elle se faisait sabrer par son propre camp. Donc c'est très compliqué. On n'est pas là pour dialoguer, on est là pour faire le maintien de l'ordre, pour protéger les biens et les personnes. C'est ça qui est important. Hassan Amou, comment est-ce que vous voyez la suite du mouvement des Gilets jaunes ? Cela fait maintenant presque 4 mois qu'ils se mobilisent tous les samedis. Quelles peuvent être les suites de cet acte 18 ? D'abord, moi, je ne vois pas la poursuite de ce mouvement sans qu'ils arrêtent de sortir dans la rue. Parce que là, ça devient violent tous les samedis. Il faut que maintenant, ils passent à une autre phase de leur mouvement et qu'ils essaient de construire un autre raisonnement avec d'autres idées. On arrive à la fin du grand débat national. Qui s'est terminé hier. Qui s'est terminé hier, qui a permis à plus de 10 000 rassemblements, débats, réunions. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement fasse des propositions claires et concrètes pour l'ensemble des Français. Et il faut que les Gilets jaunes, peut-être, se réinventent aujourd'hui en manifestant leurs opinions d'une autre manière que celle d'aller dans la rue. Mais justement, on l'a vu ces derniers temps, ces tentatives de politiser le mouvement. Il y a eu Ingrid Levavasseur qui proposait cette liste pour les européennes. Il y a eu Jacqueline Moreau, l'une des figures médiatique du mouvement des Gilets jaunes, qui a créé son parti Les Émergents. Et puis, ces deux personnalités ont été un peu pointées du doigt par la base. Les Gilets jaunes ne veulent pas de structuration politique. Comment alors peut-il perdurer et se faire entendre, puisque c'est la démocratie aussi que de contribuer au débat, aux échanges, et cela passe par la politique parfois aussi. Mais majoritairement, je pense que les Gilets jaunes ne voulaient pas aller sur le terrain politique. Ils attendaient des réponses concrètes. Ce qui les a fait bouger, c'était l'augmentation du prix du gazole. Il y a un tas d'éléments qui faisaient qu'ils ne voulaient pas aller sur le terrain politique. Certaines têtes émergentes du mouvement ont décidé d'aller en politique, donc de construire des listes pour les européennes ou de créer leur mouvement. Et certaines personnes qui étaient à la base du mouvement des Gilets jaunes ont estimé que ces personnes-là ne les représentaient pas, parce qu'ils ne croyaient plus en la méthode politique telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à présent. Donc du coup, moi je comprends très bien ce décalage entre les initiatives extrêmement personnelles, qui en plus fait le jeu des partis traditionnels qui, eux, ont des listes, vont commencer à compter les voix, vont aller sur les sondages, et les attentes, majoritairement, des Français et d'un nombre des Gilets jaunes qui sont dans la rue, qui, eux, disent non, mais nous, ce qu'on veut, c'est des solutions pour la vie dans le concret. C'est pas une élection aux européennes qui va faire changer
localement ou nationalement les choses devant chez moi, quoi. Rocco Contento, comment est-ce que selon vous, ce genre de scènes auxquelles on a assisté toute la journée, ces scènes de violence sur les Champs-Élysées, comment est-ce qu'on peut y mettre un terme? Est-ce que cela passera par une prise de position de la part de l'exécutif? Il faut des mesures rapides pour que ça se termine? Il faut mettre plus le paquet sur les pré-services avant que les choses commencent, sur les interpellations préventives et quadriller plus le terrain pour empêcher ces fameux éléments casseurs de s'infiltrer. Voilà. Peut-être il faut mettre plus le paquet là-dessus. Ça n'a pas été assez fait aujourd'hui. Alors là, vous êtes sur la gestion de la manifestation, mais pour qu'il n'y ait plus de manifestation, est-ce qu'il faut que l'exécutif prenne... Mais évidemment, on est dans une crise politique. Je vous le dis, moi je ne fais pas de politique, je suis représentant du personnel, je représente mes collègues policiers. Mais ce n'est pas à la police ou à la gendarmerie de négocier de crise. On est dans une crise politique. On a un mouvement des Gilets jaunes qui à mon avis, devient complètement inaudible, puisque à l'intérieur de celui-ci, il y a beaucoup de voix discordantes. Et dès que vous voyez une tête qui émerge, en général, elle se fait tuer par la majorité. Donc voilà, je suis assez pessimiste, moi, parce que vous avez beaucoup d'éléments jusque-boutistes qui, quelles que soient les propositions, vont continuer à vouloir manifester. Et d'ailleurs, je me demande ce qu'ils veulent, ces gens-là, à part semer le chaos. Donc, il y a toute une frange de gilets jaunes qui est honnête, qui a des revendications, parce que le policier, vous savez, le policier, c'est un citoyen lambda qui subit aussi la crise à titre personnel. On a les mêmes problématiques avec l'essence, avec les factures à payer à la fin du mois. Votre avis de spécialiste, vous avez le sentiment que les forces de l'ordre ont repris en main la situation et que cette mobilisation touche à sa fin? Écoutez, oui, force doit rester à la loi. Après, il y aura peut-être quelques éléments particuliers qui vont continuer peut-être à faire des dégradations, mais ça, nous avons les effectifs en civil qui sont là et qui les pisteront. Mais en tout cas, sur les Champs-Élysées, d'après ce que je vois, la situation redevient tout à fait normale. Et comment on les piste alors ces casseurs qui infiltrent les mobilisations généralement, d'une façon très générale? On ne parle pas des Gilets jaunes, mais on sait que c'est souvent en fin de manifestation que les débordements se font voir. Alors là, il se trouve que dès 11h ce matin, Bassem le rappelait encore à l'instant, la situation a très vite dégénéré. Mais comment est-ce que vos collègues pistent ces éléments perturbateurs en fin de manifestation? Ils sont suivis et pour la plupart par des effectifs en civil qui sont là et qui sont spécialisés dans ce genre de travail. Après, je ne vous dirai pas les techniques, parce que vous savez, ils écoutent aussi la télévision, ces gens-là. Assem Anou, comment est-ce que vous voyez ces quelques prises de position, en tout cas, ces propos tenus par l'exécutif et notamment par Christophe Castaner? Est-ce qu'il vous semble être l'homme de la situation? Il est très controversé, régulièrement pointé du doigt. Mais je crois que de toute façon, M. Castaner incarne l'autorité qui est liée à son ministère, celui d'une tâche énorme qui est celle du ministre de l'Intérieur. Et donc, il est la cible forcément des manifestants quand il se passe ce qui se passe. Mais en revanche, aujourd'hui, sa position, elle peut être je peux que la partager au vu de ce qui se passe, quoi. On ne peut pas tolérer ce qu'on a vu aujourd'hui dans le centre de Paris. C'est pas du tout fidèle, ne serait-ce qu'à l'image qu'ont voulu donner les Gilets jaunes dès le départ. Rocco Contento, comment est-ce que vous avez accueilli ces dernières déclarations de Christophe Castaner qui s'est exprimé assez rapidement après le début des heures ce matin? Il a fait évidemment écho à ces 1500 ultra-violents qui se sont rendus sur les Champs-Élysées. Selon lui, ils répondent à l'appel de la violence de certains leaders des Gilets jaunes. Ils ont décidé de venir attaquer Paris. Nous l'avions anticipé. Nous répondons. Oui, il y en a rajouté, oui. Ce message de fermeté, c'est la bonne réaction? Mais bien sûr que oui. Vous voulez agir comment avec ce genre de délinquants? Il faut être d'une fermeté, une grande fermeté. Et j'espère aussi que pour les interpeller, la justice sera aussi d'une grande fermeté. Assem Amou, le débat national s'est terminé hier. C'est la raison aussi pour laquelle cet acte 18 était préparé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Il fallait remobiliser les troupes alors qu'elles avaient tendance à s'amoindrir ces derniers samedis. Un acte 18 pour remobiliser les troupes, un acte 18 aussi finalement pour montrer que la colère ne s'est pas amoindrie et que le grand débat national finalement n'y changera rien. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces semaines d'échanges entre Emmanuel Macron, les élus locaux, notamment? D'abord on a bien vu les principaux participants à ces débats. Malheureusement, il y avait pour une grande partie étaient soit des personnes qui étaient à la retraite
il y avait très peu de profils de personnes qui étaient dans les manifestations. Ce on pourrait regretter dans ces débats-là, c'est qu'ils ne soient pas venus se faire entendre à l'intérieur de ces réunions. Donc on peut dire que le bilan est assez mitigé. Aujourd'hui, il faut savoir un petit peu ce qui va sortir des grands rendez-vous, des grandes conférences citoyennes voulues par le par le gouvernement, en tout cas, dans chaque grande région pour faire la synthèse de toutes ces rencontres. Et moi, j'ai envie de dire, voilà, ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est extrêmement lié au grand débat national. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une partie des Gilets jaunes qui ne souhaitent pas quitter la rue parce qu'ils se disent ça serait donner un blanc-seing au gouvernement et leur donner satisfaction que de quitter la rue. Alors moi, aujourd'hui, je leur dis qu'il faut la quitter parce que justement, les violences deviennent insupportables et on ne peut plus accepter ce qui est en train de se passer parce que c'est en train de desservir leur cause et ils sont plus du tout audibles. Et il faut qu'ils rentrent chez eux et qu'ils essayent de faire en sorte que le mouvement mute vers quelque chose de plus audible. Et voilà, donc je pense que, en tout cas, si on devait faire un pré-bilan du grand débat, c'est assez mitigé, puisque aujourd'hui, on ne sait pas réellement concrètement ce que le gouvernement va décider à l'issue de ça.